Morning, good Bonjour à, afternoon, good evening, dear participants. Bonjour, bonsoir, chers participants. Welcome to one of the Je vous souhaite la bienvenue à l'une des séances parallèles de la conférence internationale sur l'eau, les mégapoles, le changement global. Il s'agit de la séance qui s'intitule Modalités de gouvernance. Elle sera présidée par M. Jean-Claude Dodge, qui est le président du comité de pilotage de la conférence. Monsieur Dodge, c'est à vous. je m'excuse pour ce Merci. petit bug. J'ai cru prendre la parole plus rapidement que je ne faisais. Mais bienvenue donc à cette session, cette deuxième session sur modalités de gouvernance. Le terme modalité de gouvernance est quelque chose d'un peu compliqué et d'un peu large, mais vous verrez que dans cette session qui comprend 4 intervenants, ce terme couvre principalement les aspects est préoccupé principalement par les aspects des citoyens et des habitants en cas de crise de la gestion de l'eau ou en cas de problème de gestion de l'eau. Et un deuxième thème qui va être abordé en particulier par les 2 premiers intervenants, c'est le problème de la résilience. Autant dire que nous avons des choses importantes à discuter par la suite. Et je vais tout de suite passer la parole à notre premier intervenant, qui est Monsieur José Frédéric de Roubaix, qui est chercheur dans un laboratoire de l'Île-de-France. C'est quelqu'un que je connais bien puisque j'étais un directeur de ce laboratoire quand il est venu dans le domaine de la recherche. Il est chercheur politiste, donc chercheur en sciences humaines, et c'est à peu près la seule personne que je connaisse qui, en tant que chercheur en sciences humaines, a eu le courage ou la motivation de dérouler sa carrière dans un laboratoire qui était surtout consacré aux sciences de l'environnement. Donc, depuis au moins une vingtaine d'années que sa carrière se poursuit, il a travaillé sur les aspects de comportement des citoyens ou de participation des citoyens dans les différentes approches de la gestion de l'eau. Il a aussi récemment développé de ses recherches dans le cadre en se décentralisant en Afrique noire. Et aujourd'hui, il va nous parler de comportements que les citoyens pourraient avoir dans le cadre d'inondations. Monsieur de Roubaix, c'est à vous. Donc, Monsieur de Roubaix, votre micro n'est pas ouvert. Pardon, excusez-moi, petit détail important technique. Oui, je disais, merci pour cette introduction, Jean-Claude. Normalement, nous étions 2 intervenants à faire cette présentation. Catherine Carré, j'ai vu que Catherine Carré était parmi nous. Elle nous voit, mais est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle peut nous parler? Est-ce que tu m'entends, José? Absolument. Eh bien voilà, j'y suis. D'accord. Merci. On va donc pouvoir commencer sans tarder. I'm going to make this presentation in English. Et en fait, je vais faire cette présentation en anglais, si vous êtes d'accord, Jean-Claude. Et Catherine et moi, nous allons vous parler cet après-midi de la mutation des espaces inondables et dégradation de la résilience des habitants, et plus particulièrement des ambiguïtés de l'individuation de la gestion du risque d'inondation qui caractérise la métropole parisienne. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les 2 institutions qui ont collaboré avec nous dans cette recherche, ainsi que le programme cadre de recherche. Nous avons 2 institutions, l'ADIS,
qui est un centre multidisciplinaire, interdisciplinaire de Paris. Et Catherine fait partie de ce centre de recherche. Elle travaille sur l'environnement. Et nous avons également l'ESU, qui est un autre centre encore plus interdisciplinaire parce que nous travaillons pas uniquement sur les sciences sociales, mais également les sciences de l'ingénierie. Les biologistes, les chimistes qui travaillent ensemble sur des questions qui portent sur la qualité de l'eau ou la biodiversité, entre autres. Le programme de recherche que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appelle l'ANR-DIG et nous allons aborder la gestion des digues. Alors, qu'en est-il de cette expression assez barbare, individuation de la gestion des risques d'inondation, qui se trouve dans le titre de ma présentation? En fait, tout ceci cache une question très simple. Comment les habitants de Grand Paris sont-ils préparés pour faire face à une inondation de grande envergure? Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord caractériser la façon dont les acteurs du métropole perçoivent et mettent en œuvre toute vulnérabilité envers les inondations, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils essayent d'atténuer ou au moins de ne pas empirer les dommages potentiels causés par les inondations. Et de l'autre côté, il faut également comprendre la façon dont ils perçoivent et mettre en œuvre la résilience des systèmes techniques qui existent pour la population, c'est-à-dire comment se préparer aux crises, comment gérer ces crises et comment organiser un retour vers une situation durable. Alors, après avoir analysé ce travail fait par les acteurs du Grand Métropole, nous allons essayer de voir comment ces stratégies pour atténuer la vulnérabilité, pour améliorer leur résilience peuvent être mises en œuvre et comment. Alors, juste un point de définition. Lorsque nous parlons des acteurs du métropole, nous parlons des gouvernements locaux qui sont chargés de l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain, mais également l'État central et ainsi que ses administrations à qui incombe la gestion de l'aménagement, mais qui sont également responsables de la protection de la population, y compris en charge de l'évacuation de ces dernières si nécessaire. Catherine? Très bien. Dans cette diapositive, je voudrais juste vous dire que depuis les années 90, il y a eu beaucoup d'activités publiques pour améliorer les connaissances qui entourent ces risques. Et nous avons fait des cartographies des aléas, des catastrophes. Nous avons développé, sensibilisé, nous avons lancé des programmes d'information préventatifs. Donc, il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui et qui sont utilisés par tous les acteurs. What types of messages are resulting from these changes in the flood regulation and public policies? Quels sont les messages qui résultent de ces modifications dans la planification anti-inondation? Quels sont les messages qui sont reçus par les autorités publiques? Beaucoup de travail a été fait pour améliorer, pour sensibiliser les décideurs. Par exemple, en 2016, nous avons lancé un exercice de grande envergure
qui a duré toute une semaine, qui a impliqué toutes les administrations du gouvernement. Aujourd'hui, le risque est beaucoup plus pris en compte dans tout projet de développement urbain, que ce soit pour les logements récents qui doivent être conçus et construits en respectant les règles et construits au-delà du niveau le plus élevé des crues. Mais il y a toujours quelques municipalités qui ont préparé, qui ont fait les plans nécessaires, qui ont préparé des plans de gestion de crise dans le cas des inondations. Et vous voyez les chiffres ici en bas de cette diapositive. Il n'y a que 374 de ces 752 municipalités qui ont effectivement élaboré un plan de crise. Ça, c'était pour le message adressé aux administrations. Mais qu'en est-il du message qui vise les habitants eux-mêmes? C'est un message qui renforce la nécessité d'avoir un système précoce d'avertissement pour des situations critiques. Il faut des systèmes d'alerte. Ensuite, nous avons également une communication en masse portant sur les meilleures pratiques pendant et après, avant, pendant et après les inondations. Il faut des rapports juridiques qui doivent exister dans les contrats de location, dans les actes de vente pour tout logement. Mais c'est une communication qui n'a pas été entièrement territorialisée. Ça veut dire que cette communication ne vise pas spécifiquement chaque situation caractéristique de chaque région et ça ne prend pas en compte les habitants qui sont réellement en risque et ça ne prend rarement en compte les dynamiques de ces catastrophes ainsi que la résilience des systèmes urbains. Donc, il reste deux questions qui prêtent à être résolues, c'est-à-dire quel est l'impact sur les habitants de cette communication vis-à-vis la culture de risque et deuxièmement, quelles sont les structures ou infrastructures qui pourraient être mobilisées pour responsabiliser les habitants. Alors pour ce faire, nous avons basé notre analyse sur toute la documentation juridique qui existe, mais nous avons également tenu des entretiens avec les personnes qui sont chargées de la prévention. Nous avons lancé des enquêtes parmi les habitants qui sont les plus exposés au risque des inondations de la Seine et de ses tributaires. Ce sont des enquêtes qui ont été effectuées en 2020 et 2021 après les deux dernières crues de la Seine, c'est-à-dire juin 2016 et janvier 2018. Vous avez sur cette diapositive l'image de la carte qui a été élaborée par tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des inondations. Et vous voyez en bleu foncé, vous avez un cours d'eau, pardon, vous avez une crue de plus de 1 mètre dans les rues. Vous voyez également les effets pendant cette crise, c'est-à-dire perte d'électricité. Vous avez les routes qui sont en jaune et les chemins de fer en rouge. Tout ceci ont été entièrement submergés et donc bloqués
plus du tout utilisable par les habitants. Il y avait beaucoup d'endroits qui ont été impactés par cette inondation, mais là, dans cette carte, nous n'avons pas pris en compte la montée du niveau des crues dans certaines d'autres régions. Et nous voyons que si nous avons une inondation qui est importante, il n'y a pas tous les lits de la Seine qui sont impliqués. Ensuite, vous voyez la partie qui est en amont de Paris. Encore une fois, il s'agit du lit de la Seine. Il y a beaucoup de projets de développement dans la région des Ardoines qui se trouve juste au sud de Paris. Vous pouvez voir que depuis 2012, il y a un programme de développement urbain qui s'étend sur 300 hectares, qui implique 3 000 unités de logement, 45 000 emplois, qui couvre 1,6 million de mètres carrés et qui va impliquer 25 000 habitants. Nous avons vu qu'il y a de plus en plus de densification des endroits résidentiels, des zones résidentielles, des zones de bureaux. Et tout ceci a été encouragé par les services de l'État. Et lorsqu'on leur a posé la question, les représentatifs locaux du développement ont justifié ce projet de développement en citant la nécessité de plus de logements et d'un système de transport public fiable. En même temps, nous avons des cartes qui sont fournies à tous, au public en général. Et vous voyez ici une simulation d'une crue de la Seine si jamais nous avions une inondation avec une période de retour de 100 ans. Et vous voyez que la crue va atteindre les premiers étages de ces immeubles, même dans des immeubles qui sont assez loin de la Seine. Et vous avez ici des voies ferroviaires et vous avez des voies routières. Quel sera le comportement attendu dans ces zones inondables? Le problème avec la réglementation de construction dans ces zones, c'est que cette réglementation a tendance à prendre pour acquis le fait que les habitants vont pouvoir rester sur place ou vont pouvoir se reloger tout seuls. Et c'est réellement un problème. L'État suppose qu'il n'y aura que les plus vulnérables qui vont devoir être évacués dans le cas d'une catastrophe, c'est-à-dire les personnes les plus âgées ou hospitalisées ou à mobilité réduite. C'est également un problème parce que souvent, les agences gouvernementales locales qui gèrent qui doivent gérer ces crises attendent que la gestion soit faite par l'État central. Densification is organized on the hypothesis of people living with the flood, but how this could happen? Il faut prendre en compte le nombre de personnes qui vont être évacuées dans le cas d'une inondation et ne pas oublier la nécessité du transport pour ces personnes. Dans le Grand Paris, vous avez 800 000 personnes qui seraient à risque car il n'y aura plus d'eau potable, il n'y aura plus d'assainissement, plus de chauffage, plus d'électricité et plus de traitement des déchets ménagers. In land planning and urbanism
the so-called resilient urban De planning. quelle façon une planification résiliente urbaine rendrait possible la continuation de vie en site dans le cas d'une inondation? Si vous prenez les Ardoines, ce qui est au cœur de ce nouveau développement, c'est de faire en sorte que les personnes vont pouvoir partir et revenir pendant l'inondation. Ces personnes auront toujours accès à leur lieu de résidence. Next slide, please. Sorry. This is possible thanks to Ce qui est rendu possible grâce aux passerelles et aux passerelles routières qui vont connecter ces nouvelles régions construites avec la ville et il y aura toujours un accès facile aux services d'urgence et aux autres services de fourniture de commodités nécessaires pour la vie. Ensuite, est-ce qu'il existe des difficultés pour ces habitants de se déplacer pendant les inondations? Oui. Tout d'abord, il y a un délai qui est assez long pour adapter l'infrastructure routière. Et je ne parle même pas d'autres infrastructures techniques telles que l'assainissement, l'électricité et ainsi de suite. Rapidement à la conclusion parce que vous n'avez plus qu'une minute. D'accord. At least this time is 30 years, and by that time. Souvent, il faudrait un délai de 30 ans avant de pouvoir tout organiser, tout construire. Et d'ici 30 ans, les informations seront obsolètes, bien sûr. Alors, très rapidement, nous avons également posé la question aux habitants, à savoir, pensez-vous, sentez-vous protégés contre les inondations? Et il y en a qui ont dit oui, oui, parce qu'il existe des petites digues au bord de la Seine, donc elles pensent qu'elles sont protégées, mais en même temps, elles ne sont pas très sûres, car en 2018, lors de la dernière inondation, ils ont vu que la Seine a quasiment s'est déversée par-dessus le haut de cette digue. Ensuite, ils ne savent pas quelle sera la durée de l'inondation et la plupart d'entre ces personnes comprennent bien le phénomène. Il y en a qui pensent que ça va durer juste quelques semaines. Ça, c'est la majorité. La prochaine diapositive devrait être la conclusion. Catherine, just take this one and I'll take the conclusion. Ok. Alors, Catherine, vous faites cela. Alors, juste pour vous dire que ces personnes ont un faux sentiment de sécurité. Elles pensent qu'elles sont en sécurité, elles pensent qu'elles vont pouvoir partir, aller, revenir dans leur immeuble, mais il n'y aura pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau, rien du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, car ces personnes sont dépendants des services de fourniture d'électricité et d'eau pour les aider et pensent que ça sera suffisant. Alors, la conclusion, maintenant, j'espère que nous avons prouvé que ce phénomène de densification dans notre étude représente le fait que la situation humaine va s'empirer dans le cas de ces inondations assez exceptionnelles. La sécurité est délusoire, pardon. Il existe des informations, beaucoup d'informations, mais il n'y a pas une préparation effective, pas de préparation réelle, parce que les connaissances des risques restent superficielles. Il n'y a pas de coordination efficace entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux. Nous avons également vu
que le phénomène de résiliation urbaine existe bel et bien, mais que pour le moment, les résultats sont assez modestes. La possibilité d'aller et de venir dans le cas d'une inondation n'est pas la même que d'apprendre à vivre avec l'inondation. Et la dernière question qui reste en suspens, c'est qu'en est-il de la solidarité sociale ou de la justice? Il n'y a pas vraiment d'autonomisation des personnes, des habitants. Qu'en est-il de l'égalité de traitement lorsque nous parlons de l'auto-organisation de ces habitants? Si vous avez une résidence secondaire à la campagne, bien sûr que c'est beaucoup plus facile pour vous de vous en sortir que lorsque vous dépendez sur une résidence principale qui se trouve en plein milieu d'une zone inondée. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous pour cet exposé très clair. Vous démontrez pour un ingénieur comme moi que le fait de faire des recherches en sciences sociales et en sciences humaines est absolument utile pour la gestion de l'eau. Et j'aurai évidemment pas mal de questions, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, à vous poser à la fin de ces exposés. Je passe maintenant la parole à Monsieur Estin, qui a fait la plupart de sa carrière dans le groupe Veolia, très connu. Il a commencé par être ingénieur de travaux dans une filiale de Veolia. Ensuite, il a dirigé un bureau de conseil en aménagement urbain et actuellement, il est directeur de la stratégie et de l'innovation au groupe Veolia. Donc, ça fait une très riche expérience et en même temps une expérience extrêmement variée. Et il va nous parler de la mise en place d'un plan de résilience aux États-Unis, parce que Veolia intervient aussi aux États-Unis, concernant un groupe de communautés autour du lac Michigan. Monsieur Eric Estin, c'est à vous. Thank you, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Je vais m'exprimer au nom de mes collègues américains qui travaillent pour Veolia États-Unis et qui ont pour l'un de leurs principaux clients la région de Milwaukee et l'entreprise qui s'occupe de la gestion des eaux usées de Milwaukee. Il s'agit de MMSD. Je vais vous parler aujourd'hui du rôle d'une agence régionale pour faire face à un monde complexe, volatile, ambigu. Nous pouvons passer à la page suivante. Nous allons parler de résilience et je vais rapidement vous présenter le rôle de MMSD, qui est Milwaukee Metropolitan Sewage District. Et je vais bien sûr vous présenter les résultats de notre travail avec eux. Le système de gestion des eaux usées de Milwaukee propose des services de récupération d'eau, de gestion des inondations à plus d'1,1 million de clients pour 28 municipalités dans la région de Milwaukee. Comme vous voyez, cela se situe sur les côtes du lac Michigan, qu'on appelle souvent la troisième côte des États-Unis, et c'est un point qui est très sensible d'un point de vue de l'environnement. MMSD, une entreprise qui s'occupe du traitement des eaux, est souvent considérée comme étant un leader pour ce qui est des infrastructures vertes. Par exemple, l'usine de traitement des eaux, lorsqu'elle a été construite au début du siècle dernier, était la première entreprise de ce type lorsqu'ils ont construit donc cette station de traitement. MMSD traite 99% des eaux, que ce soit les eaux usées ou les eaux de pluie qui entrent dans le système.
par rapport à un objectif de 85% au niveau national aux États-Unis. Et MMSD a également été la première entreprise à vendre les biosolides issus du processus de traitement des eaux comme un engrais sous le nom Malorganite. MMSD a dû s'attaquer à la question du changement climatique parce qu'il y a de plus en plus de tempêtes orageuses, d'orages qui font que les inondations sont une menace de plus en plus présente. Et MMSD savait qu'il fallait adapter les choses pour être plus résiliente face au changement climatique. Et le partenariat, ça fait vraiment partie de l'ADN de MMSD. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de co-construire un plan régional de résilience avec les différentes parties prenantes. Page suivante, s'il vous plaît. Non, la précédente, pardon. La résilience. Un individu, une population ou un système a la capacité, résiliente, c'est la capacité de répondre et s'adapter à un choc ou à un stress et de les traiter comme des opportunités de transformation, d'amélioration. Alors bien sûr, le système des eaux usées, des eaux de pluie, très soumis à ces nouvelles menaces comme les autres infrastructures. Et ce qui est important, c'est d'adopter une approche systémique. Et on l'a vu dans la présentation précédente, on a vu à quel point un système et un problème dans un système peut avoir des répercussions sur les autres systèmes. Les grands orages, leur nombre devrait augmenter de 25% dans la région de Milwaukee au cours des prochaines années. Et ces grands orages ont des dégâts importants sur le système d'égouts et puis il y a également des inondations. C'est la raison pour laquelle il faut s'assurer du fait que les infrastructures soient bien résistantes et résilientes face au changement climatique pour éviter toute rupture de service. Et MMSD dépend beaucoup des recettes fiscales pour pouvoir se financer et maintenir également, entretenir les infrastructures. Et donc, il est important de bien comprendre que c'est dans l'intérêt d'MMSD de promouvoir le bien-être socio-économique de la région et de bien choisir les projets à cette fin, faire en sorte que ces projets répondent à de nombreux objectifs des municipalités avec un seul investissement. Pour synthétiser les choses, je dirais que MMSD a besoin d'une population forte pour atteindre ses objectifs. Alors, quels sont ces objectifs? Alors, bien sûr, il faut avoir une approche coordonnée avec les parties prenantes les plus importantes dans les 28 municipalités afin de mieux appréhender, de mieux gérer les risques externes de l'agence. Et c'est également une opportunité unique de faire face aux risques collectivement. Il faut bien comprendre que MMSD est le seul lien entre les 28 municipalités parce que les 28 municipalités font appel aux services apportés par MMSD. Nous avons parlé des inondations, du changement climatique. Cependant, ce ne sont pas les seuls risques qui se posent, même si tous les événements ne sont pas visibles. La région de Milwaukee est également soumise à des stress économiques, sociaux, qui sont une conséquence directe des inégalités qui se creusent entre différentes zones de la région. Et donc, l'objectif d'adopter une approche collaborative, eh bien, MSD a pensé que c'était un facteur clé du succès.
Qui a participé au plan de résilience? Bien sûr, il y a eu MMSD qui était gestionnaire du projet, qui a sélectionné 2 consultants externes, Veolia comme consultant sur la partie risque. Et Veolia faisait partie du plan financé par le fonds qui travaillait sur le développement durable et travaillait sur des défis qui se posent aux villes, y compris la résilience. C'était la Fondation Rockefeller. Et ensuite, il y a également l'autorité locale qui a fait un partenariat avec Swiss Re, la société de réassurance, afin de mieux organiser toutes les actions de prévention, optimiser les coûts et également de limiter les pertes. Une deuxième consultant, c'était The Nature Conservancy, c'était un consultant tierce partie. C'est important de bien comprendre que pour la résilience, la co-construction est cruciale. On l'a dit tout à l'heure. La commission de planification régionale du sud-est du Wisconsin a donné toutes les informations, toutes les données pour examiner la région. Un comité consultatif a été mis en place, son objectif étant de donner des orientations à ce processus. Et il a également joué le rôle de défenseur de l'engagement des différentes parties prenantes pendant le processus. Et ensuite, il y avait environ 50 parties prenantes de la région qui ont été invitées à participer à 2 ateliers et qui ont été entendues dans des entretiens. Alors, quel était le processus? Première étape, identifier les risques principaux, ceux auxquels nous souhaitions nous atteler. Nous avons donc utilisé ce que vous connaissez peut-être, à savoir le Urban Risk Universe qui a été développé par l'Institut à Cambridge, et nous avons également utilisé un autre cadre qui nous ont permis, par le biais d'entretiens avec des parties prenantes, de réaliser un examen du plan de résilience existant. Nous avons examiné à peu près 50 documents. Ça nous a permis de créer un univers de risque de 63 risques. Nous avons travaillé avec le Cambridge Center for Risk Studies. Et vous avez vu que ce ne sont pas uniquement des chocs, ce sont des risques aussi, puisqu'on parle d'orage, d'inondation, mais dans ces 63 risques, nous identifions de nombreux risques qui sont juste du stress et non pas des événements climatiques, mais plutôt des événements à origine ou conséquences socio-économiques. Ensuite, nous avons quantifié ces risques. Nous avons identifié le niveau d'impact financier, mais pas uniquement, également l'impact environnemental, l'impact social. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la fréquence, au niveau de contrôle, la différence entre un risque qui est clairement identifié avec un processus clair et une gouvernance pour limiter les risques. Et le test pour voir si ces mesures d'atténuation ont bien un effet par rapport au risque qui se poserait s'il n'y avait pas de gouvernance, pas de procédure. Donc ça permet effectivement de comparer. Et puis ensuite, une corrélation, quand on compare 2 risques semblables, une action peut atténuer 2 risques d'un seul coup. Nous avons identifié 12 risques prioritaires. Nous avons organisé un atelier avec les parties prenantes pour identifier 6 risques parmi ceux-là, parmi les 12, qui étaient considérés comme des risques
de toute première priorité et sera utilisé dans le plan de résilience. À chaque fois qu'il y a un risque, alors quels sont ces risques, prioritaires? C'est la distribution des services publics, c'est-à-dire la capacité des services publics à être présents partout dans la région, accessibilité, aspect équitable. Et puis, il y a ensuite l'équité sociale. Ce sont des questions essentiellement sociales liées à la ségrégation, les inégalités, la criminalité, la violence. Ensuite, il y avait la capacité à s'adapter aux évolutions du marché de l'emploi. En fait, le risque, c'est le risque de non-alignement entre les compétences et la demande. Le risque climatique avec les orages, les inondations, et puis les contraintes financières, budgétaires, les impacts sur les investissements et le renouvellement des infrastructures, et puis également les répercussions d'une pénurie de main-d'œuvre. Il y avait toute une série d'actions, mais nous n'avons pas le temps. Pour les actions, ce que nous avons réalisé, c'est que nous avons créé une comparaison internationale en utilisant l'exemple du programme 100 RC et nous avons également utilisé le plan stratégique local pour identifier 300 actions. Et en discutant avec les parties prenantes, l'idée, c'était de s'en tenir à 30 actions environ qui étaient spécifiques à la région, en se fondant sur les répercussions qu'elles auraient et également le degré d'action pour que cela permette vraiment de faire avancer la donne. Et nous avons également identifié quelles étaient les 20 actions à inclure dans le plan. Alors, nous n'avons pas le temps de passer en revue toutes les actions, mais quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que ces actions étaient classées dans 3 visions. Première vision, faire en sorte que la région de Milwaukee soit un endroit où il soit plus agréable de vivre en améliorant la participation de la population à la prise de décision et leur environnement. Il y a un lien avec la présentation précédente, bien sûr. Deuxième vision, stimuler la vitalité économique de la région par les créations d'emplois novatrices et accès à des chances pour tous. Et puis, troisième vision, adapter l'infrastructure aux défis du XXIe siècle. Dernière planche, s'il vous plaît. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que ce plan de résilience est un processus collaboratif sous l'égide d'MMSD et ça a été une manière novatrice de travailler pour les 28 municipalités et d'agir collectivement, d'agir ensemble et de s'engager ensemble dans un plan régional de résilience. Le résultat en est une vision partagée pour faire face à ces défis régionaux, mais également une recommandation tangible qui peut être appliquée individuellement par chaque municipalité ou intégrée de manière plus collective dans des projets. 2 ans plus tard, MMSD continue à se référer à ce plan pour ajuster les choses, préparer différents projets, leurs stratégies, et ils utilisent également le plan régional de résilience comme un outil pour continuer à coopérer avec leurs principaux acteurs dans la région. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Estin, nous allons passer maintenant. Cet exposé était effectivement très intéressant sur la façon d'essayer de mettre en place un plan avec de nombreux acteurs. Ce n'est toujours pas facile, mais c'est indispensable si on veut que ces plans fonctionnent.
Je vais passer maintenant, enfin, je ne vais pas passer la parole puisque le troisième intervenant, M. Atto, n'est pas là. C'est le directeur des études de climat et de recherche de solutions du centre d'État du Nagaland en Inde. Il s'excuse de ne pas être là car il est pour une étude de terrain, il est dans un endroit retiré du Nagaland, m'a-t-il dit, et où l'Internet ne fonctionne pas. Ceci dit, si on va passer la vidéo qu'il nous a envoyée, et si vous avez des questions à lui poser, il est prêt à y répondre sur Internet. Donc, vous envoyez les questions sur le chat et je lui ferai parvenir. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de M. Atto? Bonjour, je suis professeur Atto Kalou d'Inde. C'est un immense privilège pour moi de participer à cette deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement global à Paris. Je suis ravie de vous présenter mon travail de recherche que j'ai entrepris dans le cadre d'un travail de doctorat en Allemagne, dans le cadre de projet Mégapole. C'est un projet qui a été appuyé par le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche. Le titre de ma présentation est « Gouvernance de la réallocation intersectorielle de l'eau dans le contexte de l'urbanisation à Hyderabad en Inde ». Pour synthétiser mes travaux, je voudrais vous dire que j'ai étudié les conflits, la concurrence dans l'accès à l'eau entre les besoins de la ville d'Hyderabad et le secteur agricole. Ma présentation portera sur ce sujet-là. Dans le monde, en raison de l'urbanisation rapide, ce type de conflit intersectoriel quant à l'accès à l'eau et la concurrence qui se joue entre les secteurs attire beaucoup d'attention. Néanmoins, la littérature qui existe aujourd'hui s'intéresse davantage aux aspects techniques de la réallocation de l'eau plutôt que de s'intéresser aux aspects institutionnels des décisions de réallocation de l'eau. Alors que c'est très important, qu'il faudrait qu'il y ait de nouvelles institutions pour gérer ce problème. Cependant, ces institutions devraient faire l'objet de discussions et c'est toujours une question assez controversée. Hyderabad est un exemple tout à fait typique de ces conflits par rapport à l'accès à l'eau et il se trouve que il y a des orientations quant à la réallocation de l'eau entre le secteur agricole et la ville. Néanmoins, on constate qu'il y a depuis des années des réaffectations arbitraires, persistantes de l'eau, malgré les orientations officielles. Et ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir au processus qui sous-tend l'affectation de l'eau et le rôle joué par les différents acteurs dans le secteur rural, agricole et dans les villes quant à la réaffectation de l'eau, qui pour le moment est souvent arbitraire. Et pour traduire cette question clé en langage d'Ostrom, je dirais que cette étude vise à mieux comprendre la persistance des règles utilisées malgré l'existence d'autres règles déjà en place. Alors, le plan de mon exposé sera le suivant. Je vais commencer par vous présenter l'étude d'Hyderabad, le contexte, puis les questions de recherche, l'étude, et essayer d'y répondre. Ensuite, le cadre IAD, développement analyse institutionnelle,
puis je vous parlerai de la méthodologie, l'analyse des données empiriques, et puis j'en viendrai à la conclusion de mon étude. Hyderabad est la capitale de l'État d'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde et c'est une métropole qui est de plus en plus importante. C'est la 5e ville d'Inde et elle continue à se développer très vite, plus vite d'ailleurs parmi les villes en Inde. On estime que la population de la ville d'Hyderabad s'élevait à 7 millions d'habitants en 2009 et avec un taux de croissance démographique actuel de 27% par décennie, la population actuelle d'Hyderabad aujourd'hui, en 2021-22, est de 10,2 millions d'habitants. En même temps, environ 40% des zones cultivées brutes de l'État sont irriguées et la contribution de l'irrigation à la production agricole représente environ 60%. Et cela montre bien qu'il y a une vraie concurrence et un conflit dans l'accès à l'eau entre les besoins urbains et les besoins du secteur agricole. L'urbanisation rapide d'Hyderabad et l'augmentation de la population a été possible grâce à des réformes économiques couronnées de succès lancées par le gouvernement avec une promotion des investissements, à la fois des investissements étrangers et nationaux. Et ceci a conduit à une augmentation de la demande en eau de manière conséquente. Et à ce moment-là, eh bien, la ville d'Hyderabad a commencé à prélever de l'eau qui était avant dédiée à l'agriculture pour répondre aux besoins de la ville, malgré les protestations des agriculteurs. Et c'est là que le conflit a commencé entre les secteurs agricoles et la ville, conflit que l'on voit toujours aujourd'hui dans l'accès à l'eau. Donc, dans le cas d'Hyderabad, eh bien, on voit que c'est une illustration parfaite des conséquences d'une urbanisation rapide et de la concurrence qui peut exister entre différents secteurs pour l'accès à l'eau. Regardons maintenant les questions posées dans ces travaux de recherche. Nous essayons de voir qui sont les acteurs de l'eau qui sont impliqués dans l'affectation de l'eau entre les secteurs et la gestion de l'eau, ainsi que leur relation avec le pouvoir en place, pouvoir législatif, constitutionnel, juridique. Donc, comment ces acteurs se sont-ils positionnés pour participer de manière informelle à l'affectation de l'eau, à la gestion des ressources en eau? Et ensuite, dans nos travaux de recherche, nous essayons également de voir quelles sont les institutions travaillant sur l'eau et les dynamiques des dispositions en matière de droit de propriété qui ont permis ce type de réaffectation arbitraire entre différents secteurs des ressources en eau, et ce depuis des années. Afin de mener cette étude, nous avons décidé d'utiliser le cadre IAD d'Ostrom, à savoir le cadre d'analyse de développement institutionnel. Et le cadre part de l'hypothèse, analyse d'abord les acteurs. Les acteurs donc, de l'eau ont été identifiés, c'est-à-dire qui sont ces acteurs. Puis, on a décrit la position des acteurs les plus importants, des acteurs classés soit par groupe d'acteurs, ou plutôt l'organisation à laquelle ils appartiennent, et puis le niveau administratif auquel ils agissent, et quel est le rôle qu'ils jouent dans la mise en œuvre des politiques. Deuxièmement, les caractéristiques biophysiques ont été identifiées, les capacités, les attributs aussi des acteurs de l'eau, sont-ils urbains, ruraux, l'État, politique, et on a également mesuré l'attitude des acteurs par rapport à l'eau. Et ces étapes nous ont montré quelle était la perception des acteurs, par exemple la valeur accordée aux ressources en eau et la perception qu'ils ont des mesures politiques en termes d'efficacité. En d'autres mots, la perception des acteurs
permet de voir que les acteurs cherchent avant tout à se procurer de l'eau pour leurs propres besoins. En résulte les actions prises. Il est important à cet égard de voir quel est le rôle de chacune des dimensions exogènes, comme par exemple l'urbanisation, les attributs des acteurs, à savoir urbain, rural, État et politique, et les règles en usage. Pour savoir quelles sont les influences de ces facteurs exogènes, eh bien, nous avons identifié différents liens. Nous avons étudié les interactions entre les participants pour pouvoir comment apparaissait cette contestation dans l'accès à l'eau entre les deux secteurs et comment est-ce qu'on en venait à affecter l'eau aux villes plutôt qu'à ce qui était prévu dans les orientations. Voilà ce qui a donc été analysé dans le cadre IAD de cette étude. Alors, la méthode utilisée pour cette étude était l'approche d'une étude de cas. Nous avons utilisé comme principale source de données l'analyse des documents, les entretiens, mais nous avons également appliqué d'autres méthodes empiriques interactives comme des visites sur site. Nous avons notamment eu 3 étapes pour le travail sur le terrain en Andhra Pradesh. La première étape, c'était le travail sur le terrain exploratoire, puis des entretiens ont été menés en 2 phases avec les acteurs de l'eau. Et puis, dernière étape, nous avons continué à travailler parce qu'il fallait enquêter plus avant. Et puis, nous avons fait une analyse du contenu de Mering pour analyser les données. Alors, pour vous donner un petit peu un aperçu de l'analyse de ces données que nous avons collectées et étudiées, les déclarations qui venaient des documents liés à l'eau, ainsi que les déclarations provenant des acteurs qui avaient donné un entretien avec leur perception, eh bien, tout cela a été analysé, ainsi que les actions prises. Nous avons ensuite mené une analyse intégrée pour étudier la cohérence du contenu des politiques et des dispositions sur ces politiques liées à l'eau et qui aboutissait à la réaffectation d'eau telle qu'elle se fait dans la réalité. Et puis ensuite, nous avons étudié des documents donnant des informations, les règles quant à l'affectation des ressources en eau dans l'État d'Andhra Pradesh. En conclusion, eh bien, l'étude a identifié 4 éléments qui menaient à la réaffectation arbitraire de l'eau. Un premier élément, la gestion des ressources en eau est faite de manière isolée, sans vraie planification entre les secteurs, sans coordination dans l'État d'Andhra Pradesh. Deuxièmement, les agriculteurs participent trop peu et il y a trop de pouvoir entre les mains d'acteurs qui ont un intérêt direct. Troisièmement, les sanctions pour la violation des règles de gestion de l'eau, des différentes règles en place, sont assez faibles. Et puis, en dernier lieu, il faut réfléchir à l'impact des changements climatiques sur les ressources de l'eau et sur la disponibilité de l'eau lorsque l'on planifie et que l'on gère les ressources en eau d'Andhra Pradesh. C'est ainsi que s'achève ma présentation. Je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez bien vu que nous sommes, par rapport aux 2 premières interventions, passés des problèmes de résilience à des problèmes de compétition entre 2 domaines, entre des institutions,
entre le recouvrement des responsabilités entre ces deux institutions, qui est un problème assez général, effectivement. Et puis, nous avons aussi parlé dans cette intervention, de la différence entre règles imposées et règles observées véritablement, ce qui sont des choses relativement passées sous silence. Ce qui apporte un point neuf par rapport aux thématiques que nous abordons dans cette session. Nous allons maintenant faire intervenir le dernier orateur, donc Monsieur José Rangel Strafella, qui est ingénieur au laboratoire pour l'habitat populaire au Venezuela. Ses recherches portent sur l'interface entre aménagement urbain et gestion de l'eau. Donc, nous sommes aussi en plein dans ces thématiques d'interface. Et je lui laisse la parole pour revenir à des aspects de projets d'aménagement urbain en relation avec l'eau. À vous, Monsieur Strafella. J'ai l'impression que vous n'avez pas votre micro branché. Hey. Hello, can you hear me? Oh, ça marche. Okay. Okay. Good afternoon. It's an honor for us to participate in this event. This is a work of the Alors, international. bonjour, c'est un honneur pour nous de participer dans cet événement. Ceci est un travail qui a été fait avec notre institut et le siège à l'UNESCO en France. Nous avons notre siège au Caracas, au Venezuela. L'objectif de notre travail, Jean-François Parole, qui est le président de NHP, qui a fait du travail sur un diagnostic territorial de Los Valles del Tuy dans l'État vénézuélien de Miranda à la coopération internationale pour les pays andins. Dans cette présentation, je vais vous montrer les résultats de nos recherches, des recherches que NHP a effectuées au Venezuela et surtout dans l'État de Miranda dans Los Valles del Tuy. Nous allons vous parler du diagnostic territorial qui a été fait d'un point de vue territorial et politique. Ensuite, nous allons vous parler également des nappes phréatiques de cette rivière, l'organisation sociale et la gestion de cette nappe. On abordera un projet pilote expérimental et on terminera en parlant de la coopération internationale entre les pays andins et les pays des Caraïbes, surtout pour ce qui est des communautés locales. Qu'en est-il de ce diagnostic territorial? Vous voyez ici Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Vous avez les États du Venezuela, l'État de Miranda, avec 4 millions d'habitants. Et dans cet État de Miranda, il existe 3 municipalités, à peu près 1700 km² et 800 000 habitants. Dans l'État de Miranda, il y a un très bon potentiel qui pourrait satisfaire les exigences hydriques de la population. À peu près 50% de l'eau dans la région du capital provient de l'État de Miranda et du bassin de la rivière Tuy. Donc, c'est cette rivière Tuy qui est au centre des ressources hydriques et nous pensons que tout développement doit montrer les relations entre les personnes, les habitants, les rivières, la nature
95% des eaux usées est déversée dans la rivière Tui sans traitement ni épuration du tout. Le potentiel hydraulique pourrait fournir de l'eau à 9 millions d'habitants et nous parlons de 6 millions actuellement. Tous les systèmes de production d'eau se trouvent en bas de cette carte à gauche. Les sources d'eau se trouvent dans ce territoire, mais il y a très peu d'eau potable et d'assainissement. Et souvent, c'est le problème des mégapoles. Les mégapoles, souvent, sont mieux servis que les régions avoisinantes. Ensuite, il y a eu les problèmes des sanctions internationales. Donc, il a été difficile de trouver les financements nécessaires pour améliorer le système d'eau. Ici, vous avez la carte, vous voyez les 6 municipalités. Il y a presque 100 communes qui ont été identifiées pendant notre diagnostic territorial dans la Valles del Tuy. Ces communes sont des organisations sociales et politiques et chaque commune a une nappe phréatique, mais il est difficile d'avoir accès à ces ressources, que ce soit par des fournisseurs publics ou privés. Il y a eu d'autres secteurs de logement qui ont été construits par des programmes publics, des projets de développement, des projets pour l'eau, construits par l'État du Venezuela dans le cadre de notre politique GMVV, politique de logement public. Nous avons tenu également des conférences et des expositions publiques qui ont montré ce projet. Ces expositions ont été tenues au Musée de l'architecture du Venezuela. Il y a eu des stages de formation, partage d'expériences entre les autorités locales et les communautés. Nous avons invité des acteurs différents qui ont parlé du fait que l'eau est devenue prioritaire. La construction d'alternatives ou le développement de l'aménagement de ces 2 rivières se produit dans le cadre d'autres projets de reforestation également. Et l'idée, c'est de créer une nouvelle participation et d'améliorer l'intérêt dans ces questions de l'eau. Nous avons vu qu'il était nécessaire d'organiser un congrès dans l'État avec la participation de plusieurs acteurs. Ce congrès a été tenu en octobre 2021 et les communautés, plus de 100 communes, ont parlé de leur nappe phréatique, ont rencontré des politiques pour parler de leurs besoins et de leurs exigences, pour voir comment ils pouvaient mieux gérer le secteur hydrique. Et de 2020
2022 à 2025, le secteur d'eau et les politiques en matière d'eau doivent être absolument prioritaires. Alors, je vous ai déjà montré le projet pilote. Alors, il y a eu des projets qui ont été choisis. Vous voyez à droite un plan de gestion d'eau à Ciudad Zamora, qui se trouve dans la municipalité Urdaneta, avec 10 000 habitants. Et la proposition est de créer et de renouveler le système d'assainissement déjà existant. Et malheureusement, l'interprète a perdu l'orateur qui semble être figé. Ce qui est important, c'est d'impliquer ceux qui habitent dans la région, d'impliquer les locaux pour mieux générer les conditions pour un développement efficace local. Voilà la stratégie. Pour que tout ceci soit mis en œuvre au niveau régional et territorial et pour que la gestion de l'eau soit faite avec les peuples, les personnes et les organisations publiques. Au cœur de ce projet pilote, c'est la gestion des eaux usées, par exemple en utilisant du bambou ou d'autres plantes qui sont soigneusement choisies pour mieux gérer les eaux de pluie. Et nous avons étudié combien de métrage ou de kilométrage il faudrait pour mettre en œuvre ce système d'agriculture. Il y a 0,2% des municipalités qui ont des terres, mais il faudrait 3 hectares ou 0,02% de la surface carrée pour ce qui est de la cité de Zamora. Alors ici, vous avez des différentes échelles, échelle de famille, échelle régionale ou échelle communale. Et nous avons étudié la pollution et les différentes améliorations qui pouvaient être apportées. Le projet a été développé. Au niveau conceptuel, pour ce qui est de la gestion des eaux usées. Les eaux usées sont collectées dans des centres différents qui vont traiter cette eau, qui vont le purifier et ensuite cette eau propre peut être utilisée dans les exploitations agricoles. Ce système de traitement avec des bambous fonctionne très bien dans ce genre de projet d'assainissement et c'est beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Il est proposé également de construire des espaces où les eaux pluviales vont pouvoir être collectées au niveau des familles, ceci à la taille d'un immeuble, et les propriétaires à quelque chose, la moitié d'un toit,
qui pourraient être utilisés pour la collecte des eaux pluviales. Nous avons aujourd'hui de très bons diagnostics, de très bonnes propositions et basées sur ces recherches, nous collaborons avec l'UNESCO, avec d'autres institutions internationales, avec SIAP, parce que nous avons compris que l'assainissement est un problème majeur dans les villes de l'Amérique latine. Nous travaillons avec l'UNESCO, un programme à 3 ans pour encourager ce genre d'études et des projets d'assainissement au niveau local. Il y a beaucoup d'intérêt, des projets d'assainissement, par exemple. Il faudrait former les employés techniques également. Et pour conclure, je dirais que You have the slide with the conclusion. So, nous avons perdu notre orateur, mais au moins la diapositive sur les conclusions, mais je remercie M. Strafella de son intervention qui est très intéressante sur le détail d'un projet de construction d'un lotissement important avec l'importance des problèmes de gestion de l'eau avec, et surtout pour le fait que ce projet est aussi en connexion avec des relations internationales, ce qui est plutôt rare. Il est temps maintenant d'arriver au problème de questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose, des questions sur le chat qu'on pourrait afficher? Oui, mais je vois. À la tribune, là, on n'arrive pas vraiment à lire les questions. Donc, je vais me déplacer pour essayer de les lire. Jean-Claude, oui. On peut les. Nous, on a accès aux questions, là, on peut les dire si tu veux. Eh bien, vas-y, commence par la première. Alors, il y a Tatiana Dimitrieva qui nous demande, je pense à Catherine et moi, qui nous pose une série de questions qui sont les suivantes. How difficult it is to predict the flooding? N'est-il pas très difficile de prédire les inondations? Combien de temps faut-il à l'avance? Ça, c'est la... Alors, pour ce qui est du délai de prévision pour des inondations, pour la Seine, je dois avouer que c'est plus facile de le faire pour la Seine que pour d'autres rivières qui se trouvent ailleurs en France. Nous savons pour la Seine qu'il s'agit d'une inondation avec une période de retour de 100 ans, que ça durera 4 à 5 jours, peut-être un peu plus, avant que l'inondation ou que les eaux atteignent vraiment Paris. Mais ce que nous avons vu grâce à notre étude, c'est qu'il y a également des effets contraires et contre-intuitifs. Les personnes que nous avons questionnées ou interviewées nous ont dit que pendant ce délai, ils avaient tendance à attendre pour voir ce qui allait se passer et que la réaction finale ne surviendrait que si la situation se détériore d'une manière dramatique.
Donc, ce n'est pas du tout ce qui est le mieux d'un point de vue hydrologique, mais ça semble être la réaction psychologique des habitants. Catherine, vous voulez répondre sur ce qui est de la sensibilisation? Mais c'est quoi la question? Alors, la question, c'est est-ce que la sensibilisation au risque d'inondation est quelque chose qui est pris au sérieux? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pris très au sérieux. Le problème, c'est quelle est la définition du mot sérieusement. Les services publics prennent tout ceci très au sérieux. Il y a des exercices qui sont effectués. Il y a des stages de sensibilisation pour la population. Mais nous voyons qu'il y a vraiment un manque de transmission ou de coordination entre les différentes agences et services. Les services de l'État nous disent qu'il n'y a pas de possibilité d'évacuer toute la population, alors que les représentants locaux ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas physiquement le faire et dépendent des services publics ou des services de l'État de le faire, surtout s'il s'agit des évacuations. Donc, est-ce que c'est pris au sérieux ou pas? Je vous laisse en décider pour vous-même. An important work is done by the Seine Grand Lac, which is an institute. Un travail très important est effectué par Seine Grand Lac, qui est une institution responsable de la réglementation de l'eau de la Seine. En prenant en compte les bassins en amont de la Seine. Il existe également un excellent site web qui traite des inondations, les conséquences des inondations pour Paris ou pour le Grand Paris. Mais l'information est très vaste, très généralisée. Practical sense on the population. Et ça n'est pas très prisé. Il n'y a pas le public en général n'arrive pas à trouver des informations pratiques. En fait, je voudrais juste dire également, c'est que l'État dise que en cas d'inondation, il faut couper l'électricité et couper l'eau. Alors, comment est-ce que vous voulez rester sur place quand vous n'avez plus d'eau ni plus d'électricité et que ceci va se produire au mois de janvier? Donc, c'est une vraie contradiction. Les recommandations de l'État sont de rester sur place autant que possible, mais dès qu'il y a une inondation, il faut couper l'eau et le gaz. C'est un contresens. Merci à toi, José, d'avoir pris à impromptu le rôle de modérateur. Mais nous allons devoir clore cette session. Je voudrais juste ajouter 2 mots sur le fait que nous avons eu des interventions venant de pays extrêmement différents, les États-Unis, l'Inde, le Venezuela, la France. Et dans toutes ces interventions, il a été mis en évidence l'importance de la participation des citoyens et des urbains aux prises de décision dans la gestion de l'eau. Et je pense que ça, c'est un point important. Il semblerait, mais nous n'avons pas le temps d'en discuter, et c'est normal, que les problèmes de participation se posent quand même un peu partout, de la même façon, sachant que participation est un mot un peu valise parce que il faut aussi voir en quoi cette participation est comprise par tous les acteurs.
Et par exemple, est-ce que tous les acteurs comprennent bien, par exemple, au niveau technique, ce que veut dire période de retour d'une pluie, par exemple. Et on a bien montré que des fois, il fallait toute une réflexion sur la façon de vulgariser pour les techniciens un certain nombre de notions. Et inversement, il faut que les techniciens comprennent, et c'est le cas d'un certain nombre de gens aujourd'hui, les desiderata et les envies et les contraintes qu'ont les citoyens. Donc ça, c'est un point important. Malheureusement, on n'a pas le temps véritablement de continuer. Donc je remercie l'équipe technique qui a assuré les transmissions dans cette session virtuelle, et je leur passe la parole. Au revoir. Thank you. Thank you, Mr. Merci, Monsieur Dutch. Merci à l'ensemble des intervenants pour ces présentations fort enrichissantes. Je remercie à tous les participants de leur attention, de leur intérêt. Restez en ligne, il y aura 3 autres séances parallèles qui commencent à 16 h pour parler des outils de planification, les outils technologiques et la session régionale sur Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise and equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us.